Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de romans, de prix littéraires et de beaucoup d'autres belles choses. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir la romancière Laurence Biava. Laurence Biava, bienvenue à Berbère Télévision. Bienvenue, merci, c'est gentil. Merci de me recevoir surtout. Très aimable à toi. Je t'en prie. Donc, incessamment va paraître ton second roman, oui. donc Amour morte, aux éditions Ovadia. Oui. Alors, c'est quoi ce livre, Laurence Biava? C'est un roman qui s'intéresse à la relation plutôt particulière qu'entretiennent les écrivains avec leurs lecteurs et vice-versa. Entre autres, c'est peut-être le thème principal auquel se superposent d'autres thèmes que chaque lecteur trouvera dans le livre, notamment le fanatisme. Ce que j'appelle le fanatisme, c'est tout ce qui tourne autour de la fanatitude, du groupisme. Oui. Il me semblait que c'était intéressant d'y aller, franchement. Et puis, il y a toute une réflexion sur l'écriture d'aujourd'hui, l'écriture manuscrite, l'écriture numérique. Et notamment la dernière partie du roman aborde le personnage de Ray Bradbury, voilà, la partie littéraire. C'est tout un programme, ouais. Hein. Et donc, en fil conducteur, tu as placé un personnage, une avocate, donc qui est le fil rouge. Voilà. Ah oui, le fil rouge, oui. D'accord. Ouais. Et alors, cette avocate, elle essaye de sauver deux femmes, hein. D'ailleurs, ton livre est divisé en première et seconde partie, n'est-ce pas? La première s'appelle Elvira et la seconde Clarisse. Voilà. Alors, qui est cette Elvira Belhaj? Elvira Belhaj, c'est une lycéenne de Tunis qui s'est éprise d'un écrivain, Valentin Parr, qu'elle suit depuis Tunis jusqu'à la France, dont elle va évidemment s'enticher, et la première partie de l'histoire va virer au drame. C'est une vraie tragédie. En fait, je me suis rendu compte que je basculais beaucoup plus vite que je le pensais dans le thriller. Voilà, mais il ne faut pas en dire trop. On ne va pas dire les choses qu'il faudra lire, bien sûr. Hein. Le livre, je le rappelle, sort incessamment, mais on va esquisser quand même les grands thèmes de ton texte qui passent en revue et effectivement beaucoup de questions très actuelles. Hein. Oui. Tu plonges même dans ce qui se fait de plus récent, dans l'Internet, dans le blog, n'est-ce pas? Tout y est. J'ai essayé de mettre toutes les composantes actuelles, de l'époque actuelle, parce qu'on vit dans un monde qui a changé. Alors je trouvais que c'était important de placer sur le même plan le blog, le numérique, l'écriture manuscrite, ce que tout ça a pu être depuis la naissance de l'écriture en fait. Et je trouvais que c'était intéressant d'y aller franchement. Oui. Et comment est-ce que tu as eu l'idée justement d'écrire ce roman, hein? Comment est-ce que l'idée t'est venue comme ça de venir faire des plaidoiries pour la littérature, pour le roman? Oui, c'est un peu une plaidoirie en fait. L'objet du livre, c'est ça, c'est une vraie plaidoirie pour la littérature. C'est pour ça que cette avocate qu'on retrouve, qui vient s'immiscer tous les 2-3 chapitres en moyenne, livre des bribes de plaidoirie. Tout ça est très imagé, c'est une espèce de métaphore. Hein. C'est évidemment pour... En fait, je me suis servi, c'est un prétexte bien entendu, je me suis servi de cette personne, du discours, de la rhétorique, de la sémantique de cette personne pour en effet dire tout ce que je pense sur l'écriture, la littérature et surtout les relations quand même particulières entre les écrivains et les lecteurs, parce que là aussi je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'idées reçues. Voilà. C'est vrai, certaines tu les dis dans ton livre. Hein. C'est très très compliqué comme relation en vérité. Et pourquoi, à ton avis, pourquoi la complexité de ces relations? C'est le cas de la relation d'Elvira Belhaj et de Valentin Parr. Ouais.
Et la deuxième relation, en fait, c'est plus ou moins le même type de relation, Oui, finalement. on va y arriver, oui, Voilà. effectivement. Mais déjà la première. Hein. Alors, ce Valentin, il part à Tunis, il est invité, c'est ça? Il va partout, il est invité partout, il va en Guadeloupe, il lui ramène, il y a une espèce de correspondance très très intéressante qui s'établit entre eux. Il lui ramène du sable, etc., etc. Et le sable d'ailleurs un des symptômes de la première histoire. Hein. C'est un signal fort. À partir du moment où le sable arrive, voilà, il faut se dire qu'il va se passer quelque chose. Ça m'a amusé. Ce que j'ai voulu, c'est, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu et ils me pardonneront, mais j'ai voulu vraiment dire la complaisance du milieu littéraire. Il y a beaucoup de complaisance. De quelle façon la complaisance? Complaisance et complicité, en fait. Les deux s'alternent en permanence. On ne sait jamais vraiment très bien où se situer avec un écrivain. On est dans une relation extrêmement complexe. On navigue un peu à vue. On ne sait pas si le livre qui est publié, et c'est intéressant par rapport à moi-même, puisque je suis aussi romancière. Donc, c'est intéressant aussi par rapport à moi-même dans ma propre remise en cause par rapport à mes futurs lecteurs. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le bon lecteur, et je le sais puisque je fais des chroniques littéraires, c'est ce qu'on appelle le syndrome du lecteur parfait. Hein. Oui. La plupart des lecteurs, de lecteurs, il y a des lecteurs qui s'imaginent être des lecteurs savants, et c'est aussi ce sur quoi j'ai voulu revenir. La jeune Elvira Bellage se veut être une lectrice savante. Elle veut tout savoir, elle veut tout passer au scanner, elle veut analyser, etc., etc. Et voilà. Et finalement, elle se piège elle-même. Un piège se referme sur elle. Mais elle est amoureuse aussi. Oui. Elle est amoureuse de cet écrivain. Oui, et d'ailleurs, elle va quitter Tunis. D'ailleurs, elle va venir dans la région parisienne. Voilà. Elle vient dans la région parisienne, elle est reçue chez une autre personne qui s'appelle Agathe Claire. Oui, qui est elle-même en relation avec cet écrivain. Qui elle-même est en relation avec cet écrivain. Il y a il y a un vol d'identité. Voilà. Elle se fait passer, il y en a une des deux, on ne dira pas laquelle, qui se fait passer pour celle qu'elle n'est pas. Il y a des histoires autour des prix littéraires, il y a des jalousies, des complaisances. Et puis cet écrivain, on ne le comprend pas très bien, il n'a pas vraiment de position fixe. Il navigue un petit peu il est complètement déboussolé. Des circonstances, même si donc par ailleurs il a du succès en tant qu'écrivain, bien sûr. Oui, c'est ça. Il sait pas trop sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. Il est à la fois très reconnaissant, de cette jeune femme qui lui sert la soupe, on va dire les choses ainsi. Voilà. Et en même temps, il est très vite exaspéré quand il se rend compte qu'elle s'attache trop à lui, et voilà. Alors, ce qui est important aussi dans cette histoire, comme dans la seconde, c'est tout ce que ça dévoile en termes de ce qui rejaillit sur les personnalités des uns et des autres, sur la fragilité psychologique des uns et des autres. Oui. Voilà, parce que ces lectrices ne sont pas non plus complètement, ordinaires, si tu as bien. Ça c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que tu les mets dans le livre. Ouais, sinon, elles ont toutes les deux, mais ça on peut pas le dire, parce que sinon on dévoile trop de choses. On va pas tout dévoiler, mais on va aller peut-être sur l'essentiel. Ouais. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de complaisance. Est-ce que les écrivains aujourd'hui sont narcissiques en France? Oui, tout à fait. Tu es chroniqueuse et tu viens de le dire, tu es dans le milieu, donc je connais très bien le milieu littéraire. Tu les connais, quoi. Mais je les aime. Même s'ils sont narcissiques, tu les aimes. Oui, mais on l'est tous un peu. Je veux dire, on l'est tous un peu. Plus ou moins. Tous les artistes, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Ce sont des gens narcissiques, oui. Et effectivement, dans ton livre, tu décris aussi d'une certaine façon, avec beaucoup d'habileté, ce milieu-là. Tu parles des pages culturelles des quotidiens, tu parles effectivement de ce désir d'avoir des prix, de ce désir peut-être de se faire voir aussi, n'est-ce pas? Le désir d'être reconnu, le désir de montrer que l'on sait, le désir de montrer qu'on est qu'on baigne complètement dans le bain de l'époque, le désir de l'envie d'exister tout simplement. Voilà. Et puis tu vas parfois
vers les plus grands écrivains et tu cites un peu des fois ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit. Tu cites par exemple Saul Bellow qui dit « Un écrivain, un vrai, met sa vie en jeu », au sens où s'il n'existait plus, il n'écrirait plus. Mais c'est tout à fait vrai, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je pense que j'ai réservé dans mon ouvrage une grande part à ça aussi, cette réflexion, c'est quoi écrire, et je pense qu'écrire est peut-être le seul territoire où on est définitivement libre. L'écriture, c'est la liberté, c'est l'anti-renoncement. Voilà, pour peu qu'on ait un imaginaire absolument extraordinaire et d'une fertilité immense, je crois qu'on peut aller très très loin. Est-ce que tes propos ne sont pas quand même dans une forme d'idéalisme, parce que l'écrivain lui-même, il travaille avec des éditeurs, et les éditeurs parfois compriment un petit peu sa liberté, n'est-ce pas? Oui, enfin plus ou moins l'écriture. À moins que l'écrivain devienne assez connu et qu'il puisse se faire publier tout ce qu'il veut. Je crois pas. Je pense qu'on est définitivement libre. Dès l'instant où on prend un stylo et un papier blanc, on écrit. L'écriture est subjective, on y va. Que l'éditeur. Non, j'aime beaucoup. Voilà, en l'occurrence, j'ai de bonnes relations avec mes éditeurs et ce n'est pas toujours le cas pour beaucoup d'écrivains. Mais partisane du milieu de l'édition. Non, moi je tolère tout à fait. Je comprends complètement. Il est tout à fait légitime qu'un éditeur fasse son métier et demande des corrections. Je ne vois vraiment pas en quoi on pourrait... Est-ce que parfois ce ne sont pas seulement de simples corrections? Beaucoup d'observateurs de cette scène littéraire, par exemple parisien, disent que beaucoup de romans sont aujourd'hui formatés, à l'instar un peu du cinéma américain, où il y a des doses de violence, de sexe, etc. C'est presque une fabrique. C'est systémique, c'est un dogme, mais pas forcément, je suis pas d'accord. Il y a des livres plus commerciaux que d'autres, d'ailleurs, on m'a fait le reproche lors de mon premier Peut-être qu'il y a des éditeurs qui échappent justement à ces regards, à cette façon de procéder, c'est clair, bien sûr. Et donc, dans la deuxième partie du livre, c'est Clarisse, Clarté, et c'est Oracle Ballon. Alors, Oracle aussi est écrivain. Alors lui, il est dépeint, c'est un écrivain vachard, on va dire. Oui. Il ne lui fait pas de cadeaux, c'est le contraire de l'autre, qui est quand même, le Valentin Parr, il est quand même plutôt tendre, finalement, avec elle. Oracle Ballon, pas du tout, il lui en fait voir de toutes les couleurs. Mais le profil est le même, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a la lectrice amoureuse de l'écrivain, qui est un petit peu entre deux, qui sait pas trop. Voilà. Mais la deuxième histoire est tout aussi mortifère que la première. Rien ne se passe bien dans ce roman, que les choses soient claires. Les deux histoires se terminent mal. Mais entre-temps, le lecteur aura voyagé. Et entre-temps, il aura à répondre à des questionnements, il aura certainement aussi lu des réponses à beaucoup de choses, à beaucoup de concepts, n'est-ce pas? Oui, à beaucoup de concepts, absolument. Absolument. Vous parlez du roman, vous définissez le roman, vous définissez la vie, n'est-ce pas? Je parle beaucoup de la vie littéraire. Je parle beaucoup du concept romanesque, ça c'est sûr, je reviens souvent dessus. Je parle des époques, de la fertilité. Je pense qu'il y avait il y a eu des grandes heures dans l'histoire des publications romanesques, et 2014 n'est pas forcément la meilleure époque. La meilleure année, absolument. Dans les années 70-80, il y a eu quand même... Enfin, il me semble que les choses se passaient tout à fait différemment, finalement. Est-ce que par nostalgie que tu dis ça, ou bien est-ce que parce que tu aimes plus les œuvres de cette époque-là? J'aime bien les œuvres des années 70, 80, 90, mais j'ai toujours beaucoup aimé les fictions contemporaines. Je suis très cliente, très fervente de ça. J'aime, quand j'étais adolescente, de l'adolescence jusqu'à 30 ans, là ça c'est un petit peu, je suis quand même passée à autre chose, mais c'est vrai que j'étais j'aimais énormément André Breton, j'aime beaucoup tout ce qui touche au surréalisme, et puis j'aimais beaucoup Georges Bataille, toute cette part un petit peu d'ombre, voilà,
J'avais cette attirance pour le mal, curieusement, enfin sur un plan purement littéraire. Oui, en littérature, bien sûr, les choses bien se sûr. sont... Bah, tu cites même d'autres écrivains, hein. Tu cites, Je cite beaucoup d'écrivains. Gatsby le magnifique, Et donc oui. c'est Fitzgerald, Ouais. tu cites Sioran, Camus. Oui, ce sont mes repères, c'est le panthéon, c'est mon panthéon littéraire. D'accord. En gros, Sioran, les aphorismes de Sioran, oui, bien entendu. Et puis Fitzgerald, Hemingway, toute cette école. Toute cette génération perdue. Cette génération perdue. C'est cette génération d'écrivains américains qui vont marquer leur temps. Qui vont marquer leur temps. Les autres générations. Et qui vont marquer toutes les générations d'écrivains et toute cette rive gauche parisienne à laquelle j'ai dédié un de mes prix littéraires. On aura l'occasion d'en reparler. On en reviendra sur les 2 prix littéraires que tu as créés. Et donc, dans la deuxième partie, intitulée Clarisse, il est question d'un roman qui s'écrit. L'amour n'a pas de prix. Oui, c'est un roman dans le roman, en fait. Voilà. C'est en fait à partir de... Et c'est là où on en revient à ces histoires de blog et tout. C'est en fait cette lectrice tient un blog. Son pseudo c'est Calliope et elle demande régulièrement c'est une histoire à tiroir. Cette Calliope a elle-même des lecteurs, donc elle se fie au goût de ses lecteurs pour avancer dans l'écriture du roman qu'elle écrit avec le fameux oracle Balan qui la délaisse. Voilà. Et donc en fait dans chaque histoire il y a 3 personnages qui se superposent et dont les pistes, j'essaye d'explorer en fait toutes les variantes d'écriture, tous les territoires des individus, lecteur, écrivain, tu es qui, tu comprends quoi, tu fais quoi, voilà. Et ça m'a passionné d'écrire ce. En tout cas, c'est bien réussi et moi je conseille ton livre aux téléspectateurs. Je rappelle, c'est Amour morte, c'est publié aux éditions, ça sera publié incessamment aux éditions Ovadia. Donc le blog aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment une importance, le blog littéraire, je veux dire? Le blog littéraire, pour le coup, je ne tiens pas. J'ai pris l'exemple de cette Calliope, mais pour le coup, je ne tiens pas un blog. Non, je ne même tiens si pas de tu es blog. présente à travers tes critiques, n'est-ce pas? Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, bien sûr. Les critiques littéraires, c'est parce que je chronique auprès de la cause littéraire. La cause littéraire, d'accord, tu peux citer, hein, pas de problème. La cause littéraire, qui est un grand site littéraire en ligne. Oui. Et puis pour BSC News aussi, qui est un grand site littéraire. Aussi, bien sûr. Voilà. Non, les critiques littéraires, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, mais aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs parisiens envoient leurs livres à beaucoup de blogueurs et certains, d'après leur estimation, c'est les éditeurs qui parlent, ils disent qu'aujourd'hui, ils ont une influence supérieure à la presse écrite, papier, classique. Ça, c'est vrai. C'est incroyable quand même. On est passé, à mon avis, dans un autre stade. On est dans un autre monde. C'est l'évolution d'aujourd'hui. C'est l'ère numérique. Il faut s'y faire. On en revient encore au roman. C'est ce que j'ai décidé d'exploiter et d'explorer dans la deuxième partie du livre. Parce que cette deuxième héroïne passe son temps. En fait, elle se lance un défi. Elle veut relever un pari. C'est celui de faire mentir la prophétie de Ray Bradbury qui dit que la science-fiction est l'incarnation de la réalité. Et la lectrice en question dit que c'est faux. Et tu veux, je crois, nous lire un passage. Je vais lire un passage. Alors, je vais lire ce passage-là. C'est une intervention de la fameuse avocate dont nous avons parlé. Bien sûr, hein, qui plaide donc pour le roman, pour la littérature. Qui plaide pour le roman et dans une première partie pour l'écriture qui revient sur toute la partie, l'histoire de l'écriture. D'accord, vas-y. Alors j'y vais. Si Clarisse, mythomane visionnaire, affirme qu'elle est l'adolescente qui empêchera la prophétie de Bradbury de se réaliser, la science-fiction est la description de la réalité, je ne vois pas ce qui permettrait de ne pas la croire ou vous autoriserait à dire qu'elle ment. Car enfin, qui dit vrai, qui dit faux? Savez-vous seulement ce qu'est la mythomanie? Au-delà de ses propres croyances, de ses délires, va-t-elle devoir traîner comme un boulet vos rancœurs de colère passée, vos blessures d'ego, votre dépit, vos mauvais romans lus, vos dommages collatéraux, votre jalousie, votre énervement, vos vexations? Comment peut-elle s'imposer en littérature, marquer son territoire si vous l'en empêchez, si vous lui manquez de respect, si vous l'étouffez? Pourquoi cette inertie des choses, tous ces compromis, ces ajustements, ce mou et ce lâche dans le fléchir de l'être? N'a-t-on plus le droit de croire à ce qu'on veut croire?
Sont-ce nos poussées de fièvre épuisées par le nerf de l'allaitement, quelque chose d'organique, d'archaïque et de primaire qui manque dans le corps du social ou de l'intime et qui fait qu'on louvoie au lieu d'être aux aguets? Reprenons les termes de Bradbury. La science-fiction est la description de la réalité. Messieurs les jurés, si Clarisse Clarté tient bel et bien un blog, Calliope, sur lequel elle prend soin d'expliquer point par point, en menu détail, jour après jour, de façon très éclairée, à des fins d'éclaircissement, toute l'histoire de l'écriture depuis la nuit des temps, c'est pour faire mentir cette prophétie. Si elle a écrit à la plume d'oie son premier roman avec Oracle, c'est pour parvenir à cette même fin. On pourrait continuer, mais ce serait trop long. Oui, Voilà. oui, mais déjà, tu nous dis plein de choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. En fait, mensonge, mythomanie, Oui. mythomanie, croyance, Ouais. vérité, tout ça, c'est des concepts que la littérature vient toujours revisiter, n'est-ce Oui, pas? puis c'est aussi le cancer un peu de la lecture. Les gens s'imaginent que tous les gens sont mythomanes, qu'on écrive. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Oui. Pour peu que... Je trouve que c'est ce qu'on reproche souvent aux écrivains. Parce que dans ce livre, je prends quand même beaucoup, aussi je parle beaucoup. Ils ont des personnalités assez accablantes, les deux écrivains. Mais ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est aussi la complicité. Hein, la complicité qu'il y a dans ce lien écrivain-lecteur. Et je prends beaucoup aussi la défense des écrivains à ce titre. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je disais tout à l'heure, les outils modernes de la communication, Internet sont assez présents. Ils sont présents aussi dans la première partie, dans la mesure où, quand les flics vont s'amener, les policiers, ils vont voir ce qu'il y a dans les emails. Oui, justement, c'est ça aussi. N'est-ce pas? Il y a tout, il y a le... oui, il y a non seulement l'aspect blog qui est bien creusé, mais effectivement, les policiers vont regarder à la loupe les mails de la personne chez qui loge la première héroïne. Elvira, donc voilà. Belhaj. Ouais. Donc, on ne peut pas vivre sans ce support aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans les emails, on ne peut pas vivre sans portable, on ne peut pas vivre sans numérique. C'est quelque chose qui n'existe plus. Et pourtant, tu dis qu'il y a encore des écrivains qui écrivent au stylo leurs mais livres. C'est assez rare peut-être, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, c'est assez rare. Mais je sais qu'il y a des écrivains connus qui écrivent encore au stylo bille, qui n'ont pas d'ordinateur. Et je trouve que certains n'ont pas de portable aussi. Certains n'ont pas de portable. C'est difficile de les joindre. C'est une résistance. C'est une résistance à la modernité, c'est une résistance à ce nouveau monde qui impose ses lois. C'est une résistance à la modernité qui impose ses lois, mais en même temps, je pense qu'il faut accepter de vivre dans l'époque dans laquelle on vit. Et je suis un peu en guerre contre tous ces détracteurs du numérique. Ça m'agace parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Le livre numérique n'a jamais tué le livre papier, il ne le tuera jamais. C'est ce qu'on lit dans ton livre. Ouais. On dit que on le lit, donc le livre numérique ne tuera jamais le livre papier. Non, je crois pas. C'est ta thèse, c'est ça? Oui, c'est ma thèse. Mais je peux comprendre, je peux en effet écouter les arguments. Bien sûr. Mais je crois pas que il me semble que c'est faux, mais bon. Mais enfin, encore une fois, c'est un roman, donc j'ai mis tout ce que j'ai mis beaucoup de choses dans ce livre. Il y a vraiment beaucoup, tout ce que je pense en fait depuis 2-3 ans, depuis cette explosion d'Internet, les réseaux sociaux, c'est pareil, on n'en finit pas. Tu en parles aussi dans le livre. Le réseau social est coupable de tous les maux, ça finit absolument exaspérant. C'est pas le réseau social en tant que tel qui est responsable des malheurs des hommes. C'est l'homme qui ne sait pas se contenir. C'est le manque de retenue, le manque de critique, le manque d'observation. C'est effrayant de tout projeter comme ça tout de suite sur Internet, alors qu'on a cette chance inouïe de pouvoir communiquer de la sorte. Oui, ça a beaucoup d'avantages, bien sûr. Pour revenir au livre numérique, en partant en vacances, on peut prendre des centaines de livres. Je ne peux pas vivre sans numérique, moi. C'est tout à fait impossible. Je ne peux pas vivre sans réseau social, je ne peux pas vivre sans smartphone, c'est tout à fait impossible. Maintenant, je suis comme quelques-uns, je sais aussi me munir d'un stylo bille pour écrire sur un cahier. Oui, je sais encore le faire et encore heureux. Et je sais évidemment encore lire des livres papier, puisque je lis 15 romans par mois.
et je les lis quasiment tous en version papier, bien entendu. En version papier. Et donc, dans la première partie, on peut lire en exergue « Nous sommes les étoiles d'un même ciel ». C'est Komatia Zeynep Diallo, poétesse guinéenne, parce que justement, Elvira Belhaj a des origines guinéennes, n'est-ce pas? Oui. Et il y a un monsieur, à un moment donné dans le livre, qui téléphone, qui veut parler, qui s'est lié d'amitié avec cette jeune, et qui, il y a un petit côté un peu politique sur la colonisation. Oui, mais bon, j'ai injecté ça parce que... Tu cites Sékou Touré, donc l'ancien président de Guinée, qui avait eu une certaine posture devant le général de Gaulle. Oui, c'est ça. Mais je trouvais que c'était intéressant de mettre ça. Mais alors pour le coup, ça fait diversion, on va dire. C'est pas un des aspects. C'est un apport, c'est pas l'aspect principal de ton roman. C'est pas l'aspect principal du roman. Non. L'aspect principal du roman, c'est cette liaison et cette déliaison qu'il y a entre ces deux lectrices et ces deux écrivains qui finissent l'un et l'autre, et finalement tous les quatre ensemble, par avoir le même destin. Voilà. Et le fil rouge, c'est cette avocate qui s'immisce et qui vient nous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi telle personne a fait ceci et cela. Voilà. Et cette avocate, donc, elle va vraiment se démener pour sauver donc ces deux femmes, mais elle ne va pas y arriver. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec la romancière Laurence Biava qui publie incessamment donc son deuxième roman Amour morte aux éditions Ovadia. Donc Laurence, au fait, le roman te permet de dire tout ce que tu veux. C'est peut-être la force de ce genre. On peut mettre ce qu'on veut. Il y a des éléments. Mettre de la poésie, des choses qui parfois n'ont pas vraiment une grande relation avec le fil conducteur de l'histoire. C'est le genre roi par excellence, à ton avis? Comment? Le roman, le genre. Est-ce que le roman est le genre roi en littérature? Pour moi, oui. Pour moi, oui. J'aime autre chose. Tu aimes la poésie? J'aime la poésie. Oui. J'aime beaucoup la poésie. Non, je pense que la poésie est ce qu'il y a sans doute de plus fort en littérature. Je pense que la poésie ouvre un espace qui n'a jamais été égalé. Il faut aimer la poésie. Il me semble qu'il faille aimer la poésie pour écrire de bons romans. La poésie, c'est ce qui prime avant tout. C'est certain. Puisque tu me poses la question, je préfère le roman à la poésie. Je me retrouve davantage dans une construction romanesque que dans une construction. Je suis infoutue d'écrire un poème. Aujourd'hui, Laurence Biava, en France, quand un roman est abouti, tous les critiques disent de ce roman, c'est un roman plein de poésie. Alors le roman se vend souvent assez bien en France, encore. Mais la poésie ne se vend pas du tout. Oui, comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction quand même? Alors là, là j'ai du mal à te répondre parce que je connais, j'ai des amis poètes, je vais au marché de la poésie, mais ce n'est pas mon approche n'est pas... comment dire, mon approche est un peu faussée, je ne lis pas suffisamment de poèmes. Je sais que la poésie se vend mal et c'est bien dommage. C'est bien dommage, en effet. Mais je n'ai pas d'explication, je ne sais pas te répondre sur cette question. Et la nouvelle alors, pourquoi la nouvelle en France n'arrive pas vraiment à s'imposer comme par exemple aux États-Unis où la nouvelle est un genre complet? Ah non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de livres qui portent le nom, où on écrit roman dessus et en vérité, on peut citer d'ailleurs le dernier Jean-Jacques Schul. Oui. En vérité, c'est un. En vérité, tu penses que c'est des nouvelles? C'est des nouvelles. Enfin, la plupart. Jean-Marie Gustave Leclésio vient de publier un livre de novella, il appelle ça. Oui, je l'ai pas lu, mais oui. C'est deux histoires assez longues
qui seraient de grandes nouvelles, effectivement. Mais le Clésio a publié beaucoup de nouvelles, il aime bien ce genre. Oui, non, je pense que la nouvelle est un... Non, c'est les gens qui savent écrire des nouvelles, bravo. La plupart des romans, il y a quelques romans, sont une succession comme ça d'histoires qui sont plus des novellas qu'autre chose. Hein. Et je trouve que c'est un mode de plus en plus courant. Et pourtant, sur le livre, il n'y a pas marqué nouvelle. Il y a 3 ans, les éditeurs parisiens voulaient faire du printemps la saison de la nouvelle, mais ça n'a pas beaucoup suivi cette année. Il y a 3 ans, on avait publié beaucoup de nouvelles et on avait dit donc les éditeurs parisiens vont désormais publier beaucoup de nouvelles au printemps. Hein. Ouais. Ça sera une 3e rentrée littéraire après celle de septembre et de janvier. Mais ça n'a pas beaucoup suivi. Ouais. Bon, peu importe, mais de toute façon, dans Amour morte, tu défends la littérature et tu écris ceci. Donc, tu dis hein, dans le roman face au juré, en emprisonnant ma cliente, c'est la littérature que vous envoyez au cachot. C'est très fort. Oui, parce qu'il prouve que cette lectrice est complètement et désespérément incomprise. C'est dommage. Oui, mais c'est la vérité, oui. On envoie la littérature au cachot quand on se méprend sur les regards. Tous les écrivains me font parfois rire parce qu'ils disent... Oui. Il y a plusieurs façons de lire un livre. Bon, très bien, c'est vrai, il y a plusieurs façons de lire un livre, mais enfin, il y a des opinions qui sont plus respectées que d'autres. Et en l'occurrence, dans le cas de ma première héroïne, cette histoire, enfin son histoire se passe mal. Elvira Belhaj, voilà, oui. Eh bien, non, elle n'a pas, malheureusement, elle se plante complètement. Enfin, je veux dire, la lecture qu'elle propose du livre ne fonctionne absolument pas. Et voilà, ça la rend très très malheureuse. Voilà. Cela aussi arrive, peut-être même dans la vraie vie, puisque cette jeune fille arrive de Tunis, elle veut faire des études d'architecture, et en même temps elle s'intéresse à la littérature, mais cette histoire, elle l'amène un peu très loin. Est-ce que c'est la littérature qui lui cause tout cela, ou bien c'est juste le hasard de la vie ? Non, c'est le hasard de la vie, je pense. Enfin, les deux se tiennent. Hein. Si c'est la littérature, je te dis, c'est cette prison. Oui. Son cœur est en prison. Elle est amoureuse de quelqu'un qui ne lui rend pas suffisamment son amour, qui se joue d'elle. Hein. Oui. Il y a tout je ne sais pas si tu te souviens, il y a toute une histoire autour du tango argentin là. Bon. Oui, bien sûr. Donc il se joue d'elle, il se fiche littéralement d'elle. Donc il l'a fait passer en plus pour ce qu'elle n'est pas. On lit de belles choses sur le tango, hein. C'est très pointu, hein. C'est très bien dit, c'est très vrai aussi. C'est un roman où il n'y a absolument aucune scène de sexe. En revanche, je pense qu'il y a un passage érotique. Oui, à travers le tango. À travers le tango. Cette danse qui vient d'Argentine, qui est superbe. Difficile à danser, ceci dit, hein, n'est-ce pas? Et il y a aussi de belles phrases. Hein. Je cite celle-ci. Un livre est un objet d'âme. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a rien de plus beau qu'un livre. Enfin bon, je plains les gens qui n'ont jamais ouvert, enfin je plains les gens qui ne lisent pas, qui ne savent pas ce que c'est, que cette jubilation, ce regard sur l'autre, s'imprégner comme ça des histoires, des écrivains. Ce livre, c'est une déclaration d'amour à la littérature. Hein. C'est vrai. C'est une déclaration d'amour à la littérature. Pas seulement au tribunal, mais effectivement, hein, c'est une déclaration d'amour. Je plains les gens qui ne lisent pas, vraiment. Oui, c'est un objet d'âme, on peut pas dire autre chose. Est-ce que c'est vrai, Laurence Biava, qu'aujourd'hui les gens lisent moins ? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Oui. On n'a plus ce recours à la lecture. Le recours à la lecture traditionnelle, non. Enfin, et pourtant ces outils de communication moderne qui empêchent un peu la lecture. La plupart des gens, quand on demande aux gens s'ils lisent autour de soi, ah non, je n'ai pas le temps de lire.
bon, je suis désolée, on a tous le temps de lire. Oui. Il suffit... bon, Ça, je le dis toujours, oui, on peut toujours se trouver le temps de lire. On peut toujours se trouver le temps de lire dans les transports en commun, etc. Et malheureux celui qui n'a jamais ce réflexe d'aller dans une bibliothèque, une médiathèque, n'importe quoi, n'importe où, et de se saisir d'un bouquin. En plus, les livres ne sont pas forcément très onéreux. Hein. Et même aussi en région parisienne, on peut les avoir pour des sommes modiques. Et tu le dis d'ailleurs dans le livre. Oui. Tu dis qu'on peut acheter des chefs-d'œuvre à 2 euros, parfois moins de 2 euros. Peut-être pas moins de 2 euros non plus, mais enfin... non, quand ils ne sont pas de parution récente. Le livre ne coûte rien en vérité. Je veux dire. Ce qui coûte, c'est la lecture. Et il est dommage que tant de gens aient autant de mal à s'y plonger. Mon plus grand bonheur dans l'existence, c'est la lecture. C'est ouvrir un livre et plonger dans un livre. Et ce sont tes parents qui t'ont initié, donc oui. Laurence Biava. Ma mère est bibliothécaire. Donc c'est vrai que tu as de la chance là. J'ai toujours eu ce réflexe de lire et d'écrire tout le temps. Quand j'étais adolescente et lycéenne, j'écrivais tout le temps. J'étais bonne en français et en philo. Voilà, et naturellement, j'ai suivi la voie littéraire, bien entendu. Et aujourd'hui, donc, après une longue carrière, je crois savoir, dans les assurances, tu te consacres totalement à la littérature, c'est ça? Je me consacre totalement à la littérature maintenant, oui. J'ai quitté ce milieu des assurances et je n'en pouvais plus de me diviser. Il fallait faire un choix et j'ai choisi le milieu littéraire parce que je pense que là est ma vie, tout simplement. Je ne peux pas vivre sans littérature et sans écriture. Donc, toi-même, tu es un peu dans cette citation de Saul Bellow, c'est ça? Un écrivain vrai met sa vie en jeu. Évidemment, je suis complètement... C'est moi qui écris ce livre, donc s'il n'écrivait pas, c'est ça? Absolument, oui. On peut pas vivre sans... Enfin, je ne peux pas vivre sans écrire, je ne peux pas vivre sans lire. Et ton premier roman, Laurence Biava, est sorti donc en 2010, je crois. Ouais. Il s'appelle comment déjà? Ton visage entre les ruines. Voilà, c'est aux éditions In Octavo Éditions, c'est ça? In Octavo Éditions. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce premier roman? C'est un roman beaucoup plus psychologique que celui-ci. Oui. Celui-ci contient est un peu psy, hein, sous certains aspects, il me semble. Oui. Mais l'autre beaucoup plus. D'accord. Donc j'ai quand même fait des efforts. Je me suis dit, je ne peux pas saouler, le lecteur, ennuyer mon lecteur à ce point. Et le premier, c'est une histoire. Tu parlais d'idéalisme tout à l'heure. Alors là, oui. c'est un livre très idéaliste. Ça ah, d'accord. Complètement idéaliste, oui. C'est l'histoire d'une femme de 30 ans. On n'est pas loin justement de la science-fiction dans ce premier roman. Ah, d'accord. C'est une jeune femme de 30 ans qui est atteinte du syndrome de Korsakoff. Et c'est quoi ce syndrome alors pour les téléspectateurs? Le syndrome de Korsakoff, c'est une maladie neurologique. C'est l'équivalent, plus ou moins, on va pas épiloguer là-dessus, non, c'est l'équivalent de la maladie d'Alzheimer, enfin en quelque sorte. Mais c'est généralement quelque chose qui survient uniquement chez des hommes de 40 ans alcooliques. Donc pour le coup, ça n'a rien à voir avec une jeune femme, parce que dans le roman, elle est frêle, elle a des longs cheveux blonds, etc. Elle est très virginale, voilà. Oui. Et elle est malheureusement atteinte de ce syndrome. Alors, bon, il faut lire le livre pour comprendre pourquoi. C'est Ton visage entre les ruines, c'est ça. Est-ce qu'on trouve encore en librairie le livre? Est-ce qu'on peut l'avoir peut-être par Internet aussi? Je pense qu'on peut encore le trouver par Internet, oui. D'accord. Mais il est quand même 3 ans et demi maintenant, donc c'est peut-être quand même assez difficile, il faudrait le demander à l'éditeur. D'accord. In Octavo Édition, je rappelle. Ouais. Et puis donc, on arrive à cette histoire de prix littéraire. Ouais. Et donc, tu as créé 2 prix littéraires? J'ai créé 2 prix littéraires. J'ai créé un prix littéraire qui fête sa 4e année dans quelques jours. Oui. Le 18 juin, on remettra les 3 prix Rive Gauche à Paris. Oui. Le fameux prix littéraire qui rend hommage à la Rive Gauche que j'aime, c'est-à-dire celle d'abord du 19e siècle, de toute cette quintessence de la Rive Gauche à Paris du 19e siècle.
Voilà, il y avait des revues littéraires extraordinaires où les scientifiques, les artistes et les écrivains se côtoyaient sans que ça pose problème à personne. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Enfin, j'ai l'impression que ça n'est plus possible. Et puis, Rive gauche à Paris, parce que c'est la chanson d'Alain Souchon. Il suffit d'écouter la chanson d'Alain Souchon pour se remémorer, si tant est qu'on l'ait oublié, ce qu'est la Rive gauche à Paris. Et puis, évidemment, l'esprit Rive gauche incarné par nos amis américains, Fitzgerald et Hemingway, dans les années 20. Voilà. Et le prix se déroule à l'Auberge de Venise, qui est l'ancien Dingo Bar, où Fitzgerald et Hemingway ont trinqué ensemble pour la première fois. Donc ça, c'est le premier prix. Et tu disais donc que la différence de la rive gauche d'antan et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Oh, ben, la rive gauche est galvaudée. Enfin bon, dans l'esprit des gens... la rive gauche se résume boulevard Saint-Germain, ce qui est tout à fait faux. Je veux dire, la rive gauche, c'est Léon Paul Fargue, c'est la gare d'Austerlitz, toutes ces choses, enfin tous ces endroits auxquels on ne se réfère pas en priorité. C'est dommage. Non, la rive gauche à Paris, c'est extraordinaire. Tout ce qui s'est passé à Montparnasse, incarné par tous ces gens de Montparnasse des années 20. C'est dans tous les arts, c'est pas seulement la littérature, la poésie, c'est la musique, c'est le blues, c'est le jazz. Absolument. C'est tout ça. C'est tout ça. Et puis après, cette rive gauche aussi de Boris Vian. Oui. On va pas tous les citer, mais enfin voilà, il suffit. Oui, Boris Vian, Albert Camus, Sartre, Modigliani. Voilà, Modigliani, tous les peintres, toute cette effervescence, oui, tout c'est ce que tu disais, toute cette effervescence littéraire, picturale et scientifique aussi. Exactement. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est quand on me dit il y a plusieurs définitions de la rive gauche, oui ou non. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus 36 000 façons de parler de la rive gauche à Paris. La rive gauche à Paris, c'est ça. On a le droit, bien entendu, d'avoir des opinions. Pour certaines personnes, la rive gauche, ce n'est pas ce que je viens de dire. Bon, mais oui, bien sûr. Bon, mais chacun a son idée de la rive gauche. Et c'est précisément, je me permets d'ajouter. Oui, bien sûr. Parce que la perception de la rive gauche à Paris est très hétérogène, hein, visiblement. Que les membres de mon collège littéraire avons décidé depuis l'an passé. On a créé un recueil Rive gauche à Paris qui sera publié chez mon premier éditeur au printemps 2015. Alors tu parlais de nouvelles tout à l'heure. C'est très bien. Donc voilà. Ça sera un recueil de nouvelles. Recueil de nouvelles. Chacun y est allé de sa plume pour expliquer ce que c'était que pour lui-même la rive gauche à Paris. Sous la forme d'histoires imaginées, ou bien c'est des points de vue? C'est des points de vue, c'est des histoires. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Et on est 20 à avoir participé. Donc c'est pas assez loin, c'est pas encore... Et toi-même, tu as écrit donc un texte. Qu'est-ce que tu as écrit dans ce livre qui va sortir dans ce cas alors? J'ai écrit l'histoire d'une personne, c'est une muse. Oui. C'est une relation entre un muse et un photographe. Ça se passe au Jardin du Luxembourg. L'issue est tragique. Ça se passe Jardin du Luxembourg, tout simplement. L'issue est tragique. Le Jardin du Luxembourg dans ton livre, Amour morte aussi. Ouais, oui. Aussi. C'est un de mes endroits fétiches, tout comme le cimetière Montparnasse, tout comme le boulevard du Montparnasse évidemment, et puis le Bon Marché. Voilà, enfin, tous les endroits de la rive gauche. Je connais bien. Ce sont des endroits qui te font rêver, Laurence Biava? Rêver, oui, ça me fait rêver, oui. Oui, ça me fait rêver, ça me transporte. C'est des endroits avec lesquels tu as des histoires, une histoire? J'ai une histoire, j'ai une histoire avec la rive gauche, et là tu vas rire, c'est pour le coup, alors c'est drôle parce que pour le coup elle n'est pas littéraire, c'est une histoire professionnelle. Je suis arrivée à Paris en 1989, et je suis restée 3 ans au boulevard du Montparnasse. J'ai arpenté le boulevard du Montparnasse comme jamais je n'ai arpenté aucun autre endroit parisien.
Mais pour la simple et bonne raison que j'y travaillais et c'est drôle. Mais c'est un bel emploi. C'est un signe du destin finalement. Un grand chanteur kabyle, on a fait une grande chanson kabyle sur le boulevard Montparnasse et ça c'était déjà dans les années 50. Ouais. Donc tout le monde peut voir la beauté des lieux. Oui, boulevard du Montparnasse. Oh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau en l'occurrence. Bien sûr. Mais en tous les cas, c'est un endroit. C'est assez fascinant. Enfin bon. C'est vrai. Et le deuxième prix alors, le deuxième prix. Alors le deuxième prix, c'est le prix littéraire du savoir et de la recherche que j'ai créé ça fera 3 ans à l'automne prochain. Il sera décerné fin novembre, c'est le dernier jeudi de novembre. Et lui rend hommage à la science. Il est tourné vers tous les savoirs, toutes les connaissances. Il est tourné vers la science et il récompense un essai grand public. Alors nous ne sommes pas des scientifiques, c'est entendu. On n'est pas légitime pour décerner un prix sur des ouvrages scientifiques. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je précise à chaque fois parce que les gens me disent c'est un prix scientifique. Non, c'est un prix littéraire qui s'intéresse à des essais. Donc il y a certains essais qui sont peut-être un chouïa plus scientifiques que d'autres. En l'occurrence, ils sont avant tout très littéraires. Peut-être c'est des essais qui parlent au plus grand du public. Oui. Puis qu'on peut lire même si on n'est pas vraiment un grand scientifique. On n'est pas, non seulement on n'est pas nous-mêmes, nous ne sommes pas des scientifiques, mais les lecteurs d'essais ne sont pas a priori des scientifiques forcément. Oui. C'est-à-dire que si tu veux un essai qu'on trouve dans une grande librairie médicale, place de l'Odéon, je ne me souviens plus du nom, ne sera jamais en compétition dans ce prix. On n'est pas à même de demander à des gens de lire des ouvrages de médecine. C'est pas de ça dont il s'agit. Par contre, un essai politique, un essai sur l'astronomie, un essai sur le concept transgénique, un essai d'économie, pourquoi pas. Sur le langage, bien sûr, comme on a déjà eu dans les sélections antérieures. Alors l'année dernière, on avait justement récompensé Paul Audy des éditions Verdier pour son essai sur Albert Camus. D'accord. Et la première année, nous avions plébiscité Marie-Édith Cypris pour son essai sur la transsexualité. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne le prix littéraire, donc Rive Gauche à Paris, comment est-ce que vous choisissez les livres qui peuvent concourir à ce prix alors je lis les livres avant. Oui. La plupart des livres, je les lis avant, et ensuite, je les soumets lors du premier comité de lecture à mes amis du jury, et nous décidons ensemble des livres que nous allons lire, donc 12 romans généralement. Oui. Enfin, romans. Alors, il y a des statuts dans chaque prix. D'accord. Alors, c'est pas forcément des romans. Ce sont romans, récits, nouvelles. Voilà. Poésie, non. Poésie, non. Non. Roman, récit, nouvelle. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas forcément des romans. Dans toutes les sélections de cette année, nous avions 11 romans sur 12. D'accord. Voilà. D'accord. Et qui a déjà eu ce prix alors, puisque c'est la 4e saison, je crois, c'est ça? Alors, la première saison, nous avons remis le prix à Grégoire Delacour. Oui. Avec le prix Marcel Pagnol, à 3 jours d'intervalle, nous avons remis ce prix à Grégoire Delacour chez Lattès, publié chez Lattès, toujours publié chez Lattès d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc pour l'écrivain de la famille. Oui. La deuxième année, nous l'avons remis à Olivier Steiner, qui vient de sortir son deuxième roman, qui a sorti il y a quelques mois son deuxième roman, toujours chez Gallimard. Et dès la deuxième année, nous nous sommes ouverts aussi à la revue littéraire. D'accord. Voilà. Donc Olivier Steiner a été plébiscité la deuxième année avec la revue littéraire de Stéphane Millon qui s'appelle Bordel. Oui. Voilà. Et la troisième année, c'est-à-dire l'an passé, nous nous sommes en plus ouverts aux romans étrangers. D'accord. Donc il y a de plus en plus de livres à lire, de revues à parcourir. Plus d'ouverture. Plus d'ouverture. C'est ce qui va donner certainement une force au prix, effectivement. Voilà. Oui. Et donc l'année dernière, les lauréats étaient Tadej Klosowski de Rolla pour son très beau roman Vie rêvée chez Grasset.
Le roman étranger, c'était Geoffrey Eugénides. D'accord. Voilà. Et la revue littéraire, c'était la revue Schnock des éditions de la Tengo Édition. Voilà. D'accord. Et cette année, il va être, on se retrouve tous donc le 18 juin à l'Auberge de Venise. Donc le prix sera décerné le 18 juin prochain. Les 3 prix Les littéraires 3 prix, Rive bien Gauche sûr. à Paris seront décernés le 18 juin prochain. Oui. Et comment ça se passe le jour de la remise des prix alors? C'est une grosse fête? Il y a des lectures des textes primés? On peut pas, on n'a pas le, on n'est pas là pour. J'estime qu'on a suffisamment lu. On n'est pas là. C'est pas une séance de dédicace. Il n'y a pas de lecture publique. On pourrait, mais bien sûr. On pourrait, mais l'auberge de Venise est située de telle façon qu'il y a beaucoup de bruit. Les portes du restaurant sont ouvertes sur l'extérieur, etc. Il y a beaucoup de passages, donc c'est un peu compliqué. Puis on ne peut pas non plus trop être dans cette espèce de prisme littéraire tout le temps non plus. Donc on est là entre nous. C'est très très convivial. C'est pas une soirée mondaine. C'est pas une soirée mondaine. C'est vraiment une soirée entre amis. C'est chaleureux. C'est chaleureux, convivial. C'est parfait. Enfin, je dis pas que je n'ai absolument rien contre les soirées mondaines. Hein, pour le coup, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est pas, ça se présente pas comme ça. D'accord. Voilà. Et donc toi, Laurence Biava, qui est dans ce milieu littéraire parisien depuis des années, quels sont les écrivains qui te touchent aujourd'hui, qui écrivent en langue française? J'en aime beaucoup. J'aime beaucoup Michel Houellebecq. J'aime beaucoup Régis Geoffrey. Oui. J'aime beaucoup Jean-Marc Parisi. J'aime beaucoup Frédéric Beigbeder. J'aime beaucoup Nicolas Fargue. Il y en a d'autres. Il y a Elisabeth Barillet. J'aime beaucoup Elisabeth Barillet. J'aime beaucoup Mélisse de Kerangal, Véronique Ovaldé, qui a beaucoup de succès ces dernières années. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun à tous ces écrivains? Alors là, non. Ils sont tous contemporains. Oui, ils sont tous. Bah oui, parce que tu me demandes. Oui. Ben, je parle des gens que je connais, je parle des gens que je lis. Je veux pas. Oui, bien sûr. Je passe pas ma vie à relire ce que j'ai déjà lu il y a 20 ans non plus. Quoique, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vraiment des auteurs fétiches. Non, oui, j'aime les écrivains. En fait, j'aime les écrivains de ma génération. J'aime les gens de mon âge. J'aime les gens qui me ressemblent sans doute. Voilà, aussi. Et qui racontent des histoires. Qui écrivent surtout des très bons livres. Hein. Oui. C'est des livres que, quand tu les lis, c'est des livres dont tu te dis, j'aurais aimé les écrire? Véronique Ovaldé, oui, sans hésiter. Les autres aussi, mais Véronique Ovaldé, je trouve, a une puissance narrative qui est absolument extraordinaire. Elle t'emmène très 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 loin, elle est complètement dépaysée. Le lecteur, d'abord, les lieux sont assez lointains. Ah oui, oui, c'est merveilleux. Ce qu'elle écrit est merveilleux. Elle est peut-être celle dont le fait de sortir de son livre m'arrache quelque chose. C'est terrible. Tu as ce sentiment. Ah oui, vraiment, je regrette, mais je regrette quand je termine un livre de Véronique Ovaldé, je me dis, zut, c'est déjà fini. C'est vrai en plus. C'est la force de la littérature. Il y a une force incroyable dans Véronique Ovaldé. Véronique Ovaldé. Et le dernier est un chef-d'œuvre. Et de Lola Lafont aussi. Voilà. Toi, tu dis que c'est un chef-d'œuvre. Ah, qu'est-ce qui est fort dans ces deux livres? C'est l'histoire, c'est le style, parce que tu parles du style dans ton roman Amour morte. C'est tout, c'est le style. Lola Lafont, Mélisse de Kerangal, elles ont un style absolument extraordinaire. Enfin, il me semble que c'est des écritures très, très, très onctueuses. C'est des styles différents, mais voilà, j'ose pas dire que c'est très bien écrit, parce que ça fait toujours un peu bizarre de dire qu'un livre est bien écrit, parce qu'à la limite, tous les livres sont plutôt pas mal écrits. Bon. Oui. Mais il y a des gens qui ont plus de style que d'autres. Il y a des livres peut-être qui ont une certaine magie, il y a surtout plus des que livres, d'autres. Il y a des livres qui ont une âme. Hein, voilà. Et les livres de Véronique Ovaldé, de Mélisse de Kerangal, de Lola Lafont, pour ne citer que des femmes, sont des livres qui ont une âme. Oui. On est complètement, on est transcendé. Ce que je voulais aussi te dire, c'est surtout aussi, c'est ça. On n'en parle pas assez, c'est la maîtrise romanesque. Il n'y a pas que la puissance narrative, il y a aussi la façon dont le livre est bâti. La construction. Il y a des choses qui se tiennent. Il y a des gens qui devraient arrêter d'écrire pour ça. Mais ça, je ne dirais pas à qui je pense. Mais c'est bien que tu le dises, sans citer de nom d'écrivain, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert strictement à rien. Bien sûr. C'est bête et con, et c'est pas du tout ce que je veux exprimer finalement. Mais non, il y a des livres.
il y a des livres très forts. Les livres de Jean-Marc Parisi, c'est pareil. Les livres de Michel Houellebecq. Le territoire, là, le dernier roman de Michel Houellebecq, La carte territoire, c'est un livre absolument, c'est un livre à part pour moi. Les romans de Régis Geoffrey aussi, de François Taillandier. Au fait, il y en a beaucoup, hein. Certainement que on oublie. Malheureusement, on arrive à la fin de notre voyage, à la fin de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Laurence Biava. Ou bien un dernier mot, hein, comme on a l'habitude de dire. Je suis très très touchée que tu m'aies invitée pour pouvoir parler ainsi longuement de ce que j'aime, de mes livres, de mes activités. C'est tout simplement ça. Eh bien, je t'en prie et je te dis merci d'être venu et surtout bonne continuation. Et je te tiens au courant. J'espère que ça va marcher. Très bien. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.